Bonjour à tous. Bis repetita pour Laurent Métoyon et ses co-accusés dans l'affaire CNSS BIBE. Pratiquement un an de cela qu'ils ont été condamnés à 5 ans de prison ferme pour corruption et placement à risque. C'était en juillet 2018. Les avocats, en son temps, ont fait appel. Mais en lieu et place de la cour d'appel, on se souvient, la criette s'est auto-saisie du dossier. Après mes reports de l'audience, le verdict de la juridiction d'exception est finalement tombé. Le 24 juin de l'année encore. Les 5 ans de prison s'imposent à nouveau aux mises en cause. Déçus et donc non satisfaits, les avocats ont dû saisir aussitôt les juges de la Cour suprême. Mais pour quelle issue s'interroge plus d'un. Ceci en vaut-il vraiment la peine? Ne faudra-t-il pas laisser carrément Laurent Métoyon et ses co-accusés puger leur peine? Non, rétorquent les avocats. La grosse interrogation, mesdames, messieurs, de pourquoi ce recours au cœur de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Terme au menu, saisine de la Cour suprême dans l'affaire CNSS BIBE. Un recours prometteur ou simple formalité. L'instant débat avec le président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, ODHP, Maître Aboubakar Babarapé. Mais il intervient sur ce plateau beaucoup plus en sa qualité d'avocat du principal accusé, Laurent Métoyon. Maître Aboubakar Babarapé, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Monsieur Joël, merci infiniment pour l'invitation que vous avez faite par rapport à la chose, surtout au carrefour des événements et des actualités brûlantes. Vous ne manquez pas de m'inviter, malgré, comme je l'ai dit la dernière fois, mon agenda chargé. J'essaie toujours de répondre donc à votre appel et donner suite aux préoccupations des populations qui veulent savoir. À nous vraiment de vous remercier parce que pour ces instants d'éclaircissement, il n'y a pas d'autres voix que les concernés dans ce dossier-ci. Vous êtes l'un des avocats des mises en cause et votre voix comptera pour l'éclairage du grand nombre. Donc, une fois encore, merci plutôt d'arranger votre agenda pour être à vos côtés. Merci pour la en face, non, je vous en prie, en face de lui, à ma droite, il est Koufidja. Il n'est plus à présenter, n'est-ce pas, juriste, il est analyste politique. Il a accepté aussi nous accompagner durant ces 45 minutes de décryptage. Il est Koufidja. Bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci d'être là, à nos côtés. C'est toujours un plaisir fructifier et partager. Merci infiniment. Un jeudi soir du mois de novembre, on se le rappelle comme si c'était hier, il aura été placé sous mandat de dépôt avec toute la polémique qui va avec. Le syndicaliste et farouche opposant à la gouvernance Talon, Laurent Métoyon. Nous étions là en 2017. Ce fut le début d'une tracasserie judiciaire particulièrement harassante et contraignante. L'homme était accusé de placement hasardeux de fonds dans une banque en difficulté en son temps contre des rétrocommissions. C'était en sa qualité d'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Après 2 ans d'attente derrière les barreaux, Laurent Métoyon pourrait bien se voir en train de passer 5 autres années. Mesdames, messieurs, du moins, à s'en tenir au verdict en date du 24 juin dernier de la Criette. La Cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme. Mesdames, messieurs, une structure dont il n'est plus besoin de vous parler. Et la Koufidja, les avocats ont clamé ou bien tendu la Criette aurait manqué une occasion en or sur le dossier Métoyon de montrer toute son indépendance. Et donc, ils prennent, non pas avec des pincettes, avec un refus catégorique, cette décision de la juridiction d'exception. J'étais déjà étonné de ce que les avocats de mon cher ami Métoyon, c'est un ami que j'ai découvert sur ce plateau, et qui est resté un ami parce que honnête et humble. J'étais déjà étonné de ce que les avocats de la trempe de Babarapé n'ont pas pu convaincre le juge de la non-culpabilité de mon ami Laurent Métoyon. Mais et je ne le suis plus parce que à regarder les faits avec humilité et grandeur d'esprit, je constate simplement que ce n'est ni plus ni moins
l'application du principe latin audi alteram patent. C'est-à-dire quoi? Le ministère public se comporte comme si il ne s'écoute que lui-même. Il n'écoute pas l'autre partie. Donc les arguments brandis par les avocats de Métaillon ne les intéressent pas. Et cela est d'autant plus désolant, dans la mesure où cela frise de la persécution, alors que la Criette, en tant que, pour moi, entre guillemets, juridiction d'appel, puisque le dossier était devant les tribunaux de première instance. Et la Criette s'étant s'auto-saisie, devrait entrer en profondeur, étudier les faits avec impartialité, avec égalité, pour ne dire que le droit. Et les avocats n'ont pas tort de dire que l'occasion est ratée, dans la mesure où tout se passe comme si c'était une persécution. C'était une persécution. Et c'est dommage, dans la mesure où, pour nous autres qui lisons beaucoup, et ça rappelle simplement ce que disait Honoré de Balzac dans son ouvrage intitulé Les paysans, et ce depuis 1844. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, persécuter un homme en politique, ce n'est pas seulement le grandir. Vous savez, c'est encore innocenter le passé. L'homme que je connais, pour ce qu'on lui reproche, on dirait que le système en place est mal conseillé, ou que le système en place est entouré que des estomacs creux. Parce que une juridiction de cette trempe, de cette taille, devait prendre de la hauteur pour nous dire que le droit est non, chercher à servir Alors, que reproche-t-on dans ce verdict lorsqu'on dit qu'on ne se retrouve pas en face d'une juridiction qui aura dit exactement le droit? Maître Barapé, cette question, beaucoup se la posent quand même. Oui. Parce que pour les novices, ce n'est non plus bien compris tout le processus qui a suivi, et les débats qui ont été menés de fond en comble avec ces reports. Beaucoup ont tout fait aussi d'oublier. Alors, le verdict est tombé. Quels sont vos griefs réels face à la juridiction dans la conduite du dossier, et ensuite le résultat que tous connaissent désormais? Oui, merci, je vous remercie très sincèrement. Et vous avez parlé des gens qui veulent comprendre. Ils veulent comprendre. C'est vrai, nous avons des juristes, des politologues, et des professeurs d'université, des étudiants. Et tout ce monde, en dehors de ce monde, et de notre couvent, il y a le petit peuple qui veut comprendre. Qui veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tout à fait. Il faut rappeler que lorsque, en vertu de l'article 20 de la loi sur la Criette, le dossier a été arraché donc à la cour d'appel, devant laquelle nous avons déféré la décision du premier juge, le juge Azo. Alors, personne ne comprenait pourquoi nous contestons le bien fondé de la saisine du dossier par la Criette. Que c'est une juridiction, bon, il faut quand même y aller, tout ça là, bon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que la Criette là ne va pas diminuer les peines pour prendre le contre-pied. Oui, pour prendre le contre-pied. Prise, oui. Au niveau de la première instance. Vous comprenez, on se rappelle. Vous vous souvenez, au niveau du barreau, il y a eu un débat controversé sur cette Criette là. Vous l'avez dit, c'est ça qui vous a motivé? Oui, un débat controversé où, au cours d'une AG, il y a eu, comment on appelle, un livre qui est sorti, comment on appelle, une étude sur la Criette. Oui, ça c'est par rapport à l'institution elle-même. À l'institution elle-même, sa fiabilité, etc. Et de façon quasi unanime, on a trouvé que cette Criette était un non-droit. Elle ne répondait à aucun critère juridictionnel. Ce n'est ni un tribunal, ni une cour, etc. Donc c'est un machin. Et tout ça avait été dit. Justement, oui, tout cela avait été dit. Non, c'est pour vous rappeler que au moment où on disait non, qu'on n'irait pas donner notre caution à une parodie de justice, parce que la Criette, sa dénomination en elle-même
est clair. Hein. C'est un coup de répression. Ça veut dire qu'ils sont là pour réprimer. Vous comprenez? Donc, il s'était posé la question de savoir, faut-il y aller? Faut-il ne pas y aller? Vous comprenez, notre population, son niveau de juridicité, de compréhension de la chose et juridique est en dessous du seuil, comme on le dit, de la pauvreté, quoi. Vous m'excusez. Mais, donc, non, allez-y quand même, peut-être que, bon, vous allez les laisser comme ça, etc., etc. Certains ont refusé d'y aller. D'autres, ils sont allés comme moi, en tenant compte des appels, aussi bien des parents, des populations, et même des gens d'un certain niveau. Qui vous demandez d'aller. Qui disent non, faut pas faire le boycott, tout ça là. Bon, je me suis dit, on va dire, voilà, c'est toujours le radicalisme, etc., etc. C'est un chapeau qu'on vous porte. Oui, qu'on nous porte, ça, c'est le PCB, etc. Donc, c'est toujours la politique de la chaise vide. Il aurait pu quand même y aller. Vous voyez. Donc, nous sommes allés. Certains avocats ont dit non. Et ils ne porteront, comme ne donneront pas leur caution donc, à ce machin. C'est vraiment un machin. Alors, moi, au-delà du machin, moi, je dis que c'est une section spéciale. Mon ami Kofi a fait des interrogations par rapport, n'est-ce pas, à cette institution, etc. Non. Vous voyez, si vous vous rappelez, lui, il a rappelé l'histoire. Il est allé plus loin. Mais moi, je reste juste, donc, durant la Deuxième Guerre mondiale, où les nazis avaient occupé la France. Et chez le maréchal Pétain, qui était donc, qui avait élu Cartier donc, à Vichy. C'est pourquoi on parle du gouvernement de Vichy. Alors, ce gouvernement de Vichy, n'est-ce pas, a fait, vous voyez, de certains magistrats, donc de la France, une section spéciale. La section spéciale, c'est celle qui est aux ordres et doit obéir bec et ongle aux instructions, n'est-ce pas, aux instructions du gouvernement. Frapper, envoyer donc les résistants, n'est-ce pas, dans les fours crématoires. Si nous revenons à notre cas d'espèce, devant toutes les juridictions, systématiquement, lorsqu'il s'agit de détenus politiques, comme les Métoniens et comme d'autres, je viens de Parakou, par rapport toujours à ces histoires d'attroupement, etc. Systématiquement, l'ordre a été donné, les instructions fermes ont été données de renvoyer tous ces dossiers-là devant les juridictions d'instruction. Des simples choses de bandeaux rouges. Donc on reste au niveau... Alors, je viens. Donc, par rapport à la criette, c'est une continuation, oui. Donc on est allé, vous y êtes rendu. Nous nous y sommes rendus, on a fait tout ce qu'on doit faire, on a déposé des notes en cours de délibéré, on a plaidé, on a replaidé, parce que la dernière fois, j'ai expliqué dans un point de presse que le dossier a été renvoyé au lundi 24, n'est-ce pas, pour remise au rôle. Oui. Ce qui supposait que on a repris donc le dossier au magistrat qui était en charge de ce dossier et remis à une autre chambre. Donc, remise au rôle, ce qui suppose qu'on a, comment vous appelez, on a rabattu le délibéré, refait le débat sommaire, replaidé le même jour, remis en délibéré le même jour et la décision est rendue le même jour. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Tout ça le même jour. Tout ça le même jour. Il fallait aller vite et condamner. Qu'est-ce qui a pu se passer dans le retrait du dossier au premier juge, puisque la formation n'a pas fondamentalement changé, c'est la tête qui a changé. Vous comprenez? C'est la tête qui a changé. Bon, on a fait ce qu'on doit faire, mais à notre, bon, pas à notre grande surprise, à la grande surprise de tout le monde, c'est la reconduite, la confirmation du premier jugement. C'est vrai, ce n'est pas une cour d'appel, mais ils se sont inspirés de la décision du juge de première instance pour
rendre leur décision, de sorte que c'est exactement ce que le premier juge avait dit, c'est exactement ça qu'ils ont dit, sans enlever une virgule. Peut-être c'est l'argumentaire qui va changer, puisque cette fois-ci, c'est une supposée cour. Alors donc, nous croyons que cette cour est en mission, et elle a accompli sa mission en reprenant in extenso la décision du premier juge. C'est ça, la section spéciale. Mais au-delà de tout, quand on suit tout ceci, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'avocat aussi a été pris à son propre piège? Il dit, oui, on lui reproche un certain radicalisme. Beaucoup ont demandé d'y aller, alors que dès le début, il faisait partie de ceux qui ont dit que la juridiction en question, ce n'est pas évident de pouvoir rendre en toute impartialité un certain nombre de décisions. Lorsqu'au départ, on doute et on cite un certain nombre de faits qui, pour soi, ne plaide pas en faveur de son client, surtout d'une certaine impartialité dans la démarche. Est-ce qu'on ne peut pas prendre un peu plus tôt ses responsabilités en dépit des pressions? Non. Un avocat, dans une société civilisée, pour ne pas dire dans une société savamment organisée, ne peut être pris à son propre piège. Dans la mesure où, j'ai pris l'habitude de vous le dire, c'est le dépositaire de la loi et donc du droit. Et je qualifierai ce que Maître appelle la section spéciale en nommant la criette. Je m'oppose à cela dans la mesure où le Parlement fait les lois et le gouvernement les applique. Et la maison de droit dit le droit. Si donc le Parlement n'avait pas voté la loi, la criette ne serait pas née. La session spéciale, pour moi, serait alors l'Assemblée nationale. Puisque la session spéciale, pour moi, serait alors l'Assemblée nationale. Parce que ceux qui sont également la criette sont des dépositaires de la loi. Ils disent le droit. Donc, il n'y a pas ce conflit-là pour moi. Même si la criette, pour moi, fausse ou viole les principes fondamentaux du droit, elle ne répond pas à la théorie d'une session spéciale, dans la mesure où, pour moi, la session spéciale, c'est l'Assemblée nationale, où, au lieu d'avoir des députés, nous avons des députants. Alors, lorsqu'on est dans maintenant, un cas je réponds maintenant. Voilà. Oui. Lorsqu'on est dans le cas d'espèce, l'avocat représente son client. Il vient devant la juridiction pour démonter l'argumentaire du juge. Et c'est suite au fait qu'il évoque les principes du droit en l'espèce qui sont violés. Et il relève les manquements susceptibles d'accrocher une décision de justice. Et dans ce que l'on appelle la plaidoirie, qui n'est rien d'autre que l'art et la science de pouvoir convaincre et le juge, et l'avocat est dans une vérité. Parce que ce sont ces faits contre les faits du juge. Mais entre ces faits, il va falloir faire preuve de bonne foi et de vérité pour montrer la véracité des faits. La vérité est de quel côté? Est-ce du côté de l'avocat ou est-ce du côté du juge qui est semi-indépendant? Et lorsque l'on a affaire à un client de la trempe de Météon, qui, au-delà de tout, est un homme politique, par ricochet syndicaliste, et qui, sur ce même plateau, a donné de la voix, a dénoncé un certain nombre de pratiques du gouvernement en place, il est difficile à l'avocat de gagner ce genre de procès, dans la mesure où le politique donne la conduite à tenir. On va évoquer ce pan de la question. Mais alors, lorsque l'on se dit soi-même avocat, presque sûr de ne pas pouvoir aboutir dans un dossier comme celui-là, avoir gain de cause pour son client, et qu'on a les pressions, quand je reviens sur le mot de votre vis-à-vis, on a les pressions extérieures. Est-ce qu'il faut se fier aux pressions extérieures de la famille, des parents et même de grandes figures de la République, ou plutôt soit démissionner ou ne pas plaider devant la juridiction si le doute est si fort? L'avocat ne peut ou ne doit jamais être animé par le doute. Et l'avocat, en voulant plaider, ne peut jamais s'affranchir. Et il dit Dada que ça ne peut pas
promettre. C'est un peu comme tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que la voix... Il dit n'y croyez pas. Il sait que c'est... Bon, je ne reprends pas son mot. La juridiction, quand il dit qu'il n'y croit pas, il le dit dans un autre contexte. Sinon, pourquoi aujourd'hui, il veut se pourvoir en cassation? Le pouvoir en cassation constitue une voie de recours ouverte à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Et or, la CREIET rend une décision en premier et en dernier ressort. Et dans le cas d'espèce, ils veulent quoi? Il s'agit pour eux de demander à la juridiction suprême de censurer la non-conformité de la décision rendue par rapport à la règle du droit, sans pour autant se prononcer sur le fond du litige. En somme, il a bien fait en y allant. En somme, ils ont bien fait en y allant. Parce que ça n'a rien de simple. Hein. Ça peut finalement donner. Parce que les arguments de droit, c'est ça qui va convaincre le juge de la Cour de cassation de casser. Sauf que dans le cas d'espèce, même si le juge de la Cour de cassation cassait, ils retourneront devant les juges de la CREIET. Puisque la loi ne donne pas aux juges de la Cour de cassation d'annuler, mais juste de casser. Donc ils retourneront devant les juges de la CREIET. Alors, dans ce jeu de ping-pong, je vous écoute avant de poser ma question. Oui, l'intérêt, je ne regrette pas d'y être allé. Voilà. Non, pas du tout. Voilà. Parce que, comme il a si bien dit, c'est vrai, c'est le Parlement, mais ces juges, ils avaient la latitude de se rendre indépendants en jugeant en toute équité, en appliquant le droit. La plume est sève, mais la parole est libre. La plume est sève, la parole est libre. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce procès, c'est qu'on a découvert beaucoup de choses. On a entendu beaucoup de choses. Comme quoi Oui, ce qu'on a entendu, et on n'avait jamais entendu au cours du premier procès, oui. Mais c'est que le principal accusateur, à savoir M. Boko-Romain, a eu à dire publiquement devant la cour que c'est à la BEF qu'on lui a remis le papier sur lequel se trouvaient les noms à citer. Et que de mémoire, lui n'a pas cité les gens. Et c'est à la BEF que le commissaire Zola lui a remis le papier des noms à citer. Vous comprenez? Ça peut être une diffamation. Non, ce n'est pas une diffamation. C'est au cours d'un procès. C'est au cours d'un procès qu'il a fait une déposition. On a demandé que acte nous soit donné de cette déclaration. À partir de ce moment, le dossier tombe. Et acte a été donné de cette déclaration. Bien sûr. Mais pourtant, justement, c'est là où se trouve l'intérêt de la participation de nous, les avocats, donc à ce procès. Puisqu'il y a certains procès dans lesquels tu y vas, non pas pour forcément défendre, mais pour envoyer un message fort. Puisque c'est un procès politique. Dans les procès politiques, le jeu est déjà pipé. Mais les avocats ont pour mission, n'est-ce pas, de se servir du prétoire, n'est-ce pas, pour porter haut la préoccupation de leur client qui est politique. Rien ne prouve que, bon, l'avocat, lui, il est politique. Ici, c'est que, bon, il se fait que je suis militant, mon client aussi est militant. Mais si c'était un autre avocat qui n'est pas militant, oui. Mais il sera obligé de se servir du prétoire pour porter haut les revendications politiques, donc de son client. Les procès politiques, c'est comme ça. Donc on ne doit pas avoir peur de la condamnation. Un politicien n'a pas peur de la condamnation. Mais ces avocats doivent profiter de cette tribune pour appeler les gouvernants répressifs donc à la raison. Alors, ça, c'est de façon légale. Ce procès reste un procès politique. Oui. Qu'un politique ne doit pas avoir peur de la condamnation. Non. Dites, quel est l'état d'âme de votre client? Non, mon client a le moral, et avec tous ses autres camarades qui se sont habitués, n'est-ce pas, à cette persécution. Vous comprenez? Parce que c'est un combat politique, c'est-à-dire, là où ils sont là-bas, à l'époque, quand nous on était à Segbana, on ne dormait pas. On ne dormait pas. Un politicien, quand il va en prison, il est sur un autre front de lutte. C'est pourquoi nous avons un adage qui dit, si je ne suis pas, comment on appelle, la pierre qui aiguise, je dois être la hache qui tranche. En tout cas, donc ça veut dire quoi? Que si je suis en prison, je continue de militer là-bas, je continue de faire mon combat. Si je suis dehors,
Je suis la hache qui va trancher. Votre client, depuis sa cellule, donc on ne regrette pas, on ne regrette pas. Non, on ne regrette pas. Non, attendez. Oui. Ne regrette pas, il ne faut pas prendre ça dans un sens où, bon, je suis à l'aise, personne n'est jamais. La preuve, quand on avait mis assigné Yaïboni à résidence, on ne peut pas dire qu'il était à l'aise. Non, le politicien, ça a dit, c'est le combat idéologique avec tes bourreaux. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois maintenir le moral et continuer le combat. C'est pourquoi son moral est au beau fixe, malgré tout ce qu'on fait. L'acharnement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi cet acharnement? On va évoluer, vous le permettez. Oui, non, je alors, vous permets. Suite à ce verdict, vous avez décidé de saisir la Cour suprême. On avait dit que la démarche a été faite aussitôt. Oui. Mais le dossier serait en train de battre l'aile. Puisque vous êtes sur le plateau, vous nous dites exactement comment ça s'est passé. Battre de l'aile comment? On veut savoir. C'est ce qui nous parvient. Vous savez, on lit un peu de tout et à la fois. Non. Alors vous êtes là battre pour nous éclairer. De toutes les façons, nous continuons notre combat juridique et judiciaire. Est-ce que le dossier... Vous avez voulu savoir comment ça bat de l'aile. Est-ce que vous avez introduit régulièrement votre dossier? Mais régulièrement, je vous comprends, vous avez une forme... non, on veut savoir. On a eu dit que dans d'autres dossiers, les gens ont mal introduit. Les gens se sont trompés même de juridiction. Alors, puisque ces rumeurs nous parviennent, vous êtes sur le plateau, vous avez à nous expliquer et rassurer les uns les autres que dans le cas d'espèce, les choses suivent leur cours normal. Vous voyez, la criette rend des décisions en premier et dernier ressort. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la criette tranche, comme on dit en fond, l'âme est beau. Il n'y a plus rien à faire, tu dois exécuter tes peines. Et on ne va plus amener ça devant une autre juridiction qui va réexaminer les faits et dire, bon, on va diminuer donc tes peines. Alors, non, laissez-moi. Vous voulez que les gens comprennent, non? Tout à fait. Donc je vais très rapidement. Pas si vous m'interrompez, le temps... Enfin, vos déclarations appellent d'autres questions. Non, voilà. Donc, en premier, dernier ressort veut dire que c'est tranché. Il n'y a plus une autre juridiction qui va revenir pour dire, bon, on va diminuer. C'est ça qu'on appelle premier et dernier ressort. Maintenant, quand c'est premier, dernier ressort, eh bien, la seule juridiction devant laquelle on peut amener l'affaire encore pour examiner, c'est la Cour suprême. Mais cette Cour suprême-là, ce n'est pas pour dire que, ah non, vous avez trop condamné, ou bien vous n'avez pas suffisamment condamné, elle va augmenter ou bien diminuer. Non. Elle va voir la conformité de cette décision à la loi. Est-ce que les juges, on a dit que c'est 3 juges qui vont s'asseoir. Est-ce que ces 3 juges-là, c'est eux qui se sont assis? Est-ce que parmi les 3 juges, il y a le juge de première instance qui avait participé donc, à la décision, qui avait condamné, qui va s'asseoir encore parmi les magistrats, là, les 3 magistrats? Ça, là aussi, ça constitue, ainsi de suite. Il y a des erreurs grossières que la Cour suprême sanctionne et vous me l'apprendrez, les erreurs mineures. Vous savez, nous sommes dans le contexte des erreurs mineures. Donc des fautes mineures commises par ces 3 magistrats au cours de l'instruction du procès qui peuvent contribuer donc à casser et renvoyer pour dire non, vous avez mal appliqué cette loi-là, revoyez ça. Donc, ils vont, comme il a ici bien dit, on renvoie ça toujours devant la criette pour que cette fois-ci, ils se conforment à la loi donc qu'ils ont violée au cours de ce procès-là. C'est tout le... Quel sera le gain pour votre client? Très bien. Le gain pour notre client, puisque c'est une voie de recours extraordinaire. Vous comprenez? Tant qu'il y a encore une voie de recours, un avocat ne doit pas laisser périr cette voie de recours. On le lui reprochera plus tard pour dire, mais tu aurais dû. Mais donc, si on n'était pas allé plaider, on va dire, voilà, c'est parce que vous n'êtes pas allé qu'on a condamné. Maintenant, si vous étiez allé, vous aurez pu faire quelque chose et faire diminuer sa peine. Donc, comme cette voie de recours existe, et les délais sont prévus pour le faire, bon, nous sommes avocats, on a participé, comme on le dit en Bariba, quand tu veux avaler le serpent, il faut l'avaler jusqu'à sa queue.
Vous comprenez? On a fait l'option de participer donc à ce procès qui est une parodie de justice, mais nous continuons toujours devant la juridiction suprême. Bon, là, ce n'est pas des magistrats aux ordres, c'est quand même la plus haute juridiction de notre pays. Vous comprenez? Donc, on est allé là pour voir éventuellement, si... Parce qu'on a soulevé des nullités, on a soulevé des exceptions, on est passé outre tout ça là et allé directement en condamnation. Alors, donc, les avocats, ça nous fatigue, parce qu'on ne dit plus le droit. On ne dit plus le droit. Tu parles, le magistrat, il est là, il te regarde, tu fais tes effets de manche, allez, au finish, c'est le maximum. Bon, à quoi servent nos lois, à quoi servent nos prétoires, si on ira faire effet de manche et que, bon, ce que le pouvoir veut, c'est ça qui se passe. Vous comprenez? C'est comme au temps du PRPB, bon, on allait vous parquer à Segbana ou bien au PLM, bon, sans jugement ni rien. Aujourd'hui, on a créé un cadre législatif. On dit, le président Talon a dit, hein, c'est la loi, et vous n'y pourrez rien. Elle va s'appliquer, vous ne pouvez rien. Donc, ça montre là maintenant qu'on ne peut rien. Cette loi-là s'applique. Il est allé jusqu'au Parlement pour trouver la section spéciale. Mais effectivement, donc c'est une chaîne de sections spéciales alors. Est-ce qu'on ne passe pas outre les principes qui parfois existent, tout en se victimisant, que chaque fois de voir à travers des données comme celle-là, lorsqu'on s'y engouffre soi-même, que de dire que chaque fois c'est politique? Non, je fais l'effort d'être humble devant les faits et devant la vie. Et avant de chuter sur votre question, je m'avais dit à Maître Baparapé que lorsqu'il affirme sur ce plateau que c'est le commissaire Landry Zola qui aurait remis la liste à citer au présumé coupable qu'il questionnait, je prends ça un peu avec un pincette, dans la mesure où le présumé coupable avait la possibilité de refuser de donner ses noms. Et je n'ose pas, je ne crois pas qu'il soit présent au moment où la scène se passait. Et donc, faisons un peu preuve de retenue. Parce que mon devoir, et peut-être mon défaut surtout, c'est que je m'accroche un peu plus à la vérité. Donc, pour faire preuve de neutralité, pour l'homme que je connais, personnellement, je veux parler de Zola, je doute fort. Le contraire ne m'étonnerait pas non plus, parce que nous sommes dans un système où vraiment on ne sait plus. Le temps a fini par changer les gens. Mais pour l'heure, je ne crois pas que Zola puisse le faire. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne votre question qui m'a échappé, si vous pouvez m'aider un tout petit peu. Tout à fait. Et les choix, les options, quand on est soi-même convaincu qu'on est dans la politique, et ça se répète à outrance chaque fois que ça se joue. On dit toujours que c'est politique. Bon, est-ce que l'on ne joue pas plutôt soi-même en nous trouble? Non. Vous savez quoi? Le pouvoir en place a eu le temps de lire Machiavel et de s'approprier le principe sacro-saint de Machiavel. Mais vous étiez là. Nous étions tous là et nous avons fait ce choix. Mais nous ne savions pas que l'idéologie machiavélique serait celle qui nous serait applicable ou appliquée. Pour la simple raison que lorsqu'un pouvoir cherche les poux sur la tête des opposants, il va de ce que, quelle que soit la capacité de l'opposant à se défendre bec et ongle contre les différentes accusations envoyées ça et là, et le pouvoir finirait par avoir le dernier mot, parce que le pouvoir aujourd'hui c'est comme le pot de fer et le pot de terre c'est l'opposant, la partie la plus faible c'est l'opposant. Donc et Jean-Paul Sartre le dit d'ailleurs si bien, il dit il y a bien des façons de séquestrer. La meilleure est de faire en sorte que la victime puisse se séquestrer elle-même. Maintenant, dans cette affaire, est une victime. Et il s'est séquestré lui-même pour la simple raison qu'il aurait été président du conseil d'administration
et qu'à un moment donné, on a jugé opportun de déposer des fonds dans une banque qui semble-t-elle serait en difficulté alors qu'elle n'était pas en difficulté, et que la récompense de ce dépôt serait qu'ils prennent et qu'ils aient des retours financiers. Pensez-vous vraiment que ce dossier ou cette affaire aurait connu le jour si Métaillon était un activiste rupturien? En tout cas, moi, je n'ai Pas conséquent, pas conséquent, c'est forcément politique. Ouais, votre conclusion, tout le monde peut la faire là. Non, mais c'est une démonstration que je vous ai faite. Pensez-vous, non, dans ce cas, oui. Bon, depuis que ce pouvoir nous dirige, nous savons tous que dans leur rang, il y a des gens qui sont corrompus, il y a des affaires qui font appel à des gens qui sont présents. Pourquoi depuis, on n'a pas encore présenté cela devant les juridictions? Pour qu'on puisse voir que le pouvoir, dans sa quête de lutte contre la corruption, est en train de faire preuve d'équité. Affaire Sensad, affaire machine agricole, affaire PPA2, l'eau, les fonds de l'eau. C'est vrai que tout cela, ces acteurs sont encore là. Si c'est vrai que tout cela est ça, n'oubliez pas, il y a plusieurs dossiers dans la République. La criette peut s'approprier par exemple de PPA2 parce que c'est un crime économique. Mais libre aux autorités des fonds. de choisir l'ordre de préoccupation des dossiers. Mais depuis, l'ordre n'est que unilatéral. L'ordre n'est qu'opposant, quoi. Alors, si le dossier est politique, alors vous aussi, vous êtes un acteur politique. Et vous l'avez reconnu sur ce plateau. Pourquoi ne pas apporter alors une thérapie politique à la situation? Une thérapie politique, ça veut dire quoi? On guérit un mal par son mal. Vous dites que c'est un problème politique. Et vous décidez d'y apporter une réponse juridique. Est-ce que vous aurez de réponse? C'est pas question de réponse juridique, mais on est allé sur le terrain juridique. Bon, d'abord, monsieur Kofija, que j'apprécie dans ses analyses, lui a dit non, que lui ne connaît. Non. Vous savez, tout ça n'engage que chacun d'entre vous. Vous avez dit que c'est à la plaidoirie que vous êtes intéressé à parler. On ne va pas continuer à citer des noms. Non, on ne cite pas de noms. Merci. Que ça, c'est émotionnel. Parce qu'il dit, je le connais, il n'est pas capable de... Non, ça, c'est émotionnel. Ce que nous avons vécu au prétoire, c'est pas ce qu'il dit. Et c'est la réalité. Et ce n'est pas... Il n'était pas sous la pression d'une Kalachnikov pour dire au prétoire, bon, vraiment, je vais dire la vérité, je vais affirmer. Donc, on en a pris acte qu'on le... Ok, on évolue. Bon, maintenant, par rapport... Ma question qui est claire, surtout il faut essayer d'y répondre. Oui, par rapport à votre préoccupation, à savoir, mais pourquoi on n'y apporte pas une thérapie politique? Oui. Mais thérapie politique, quand les gens ont amené nos clients devant les juridictions, mais vous voulez qu'on aille dans les rues pour dire... Non. Vous voulez thérapie politique? Vous voulez qu'on aille... ce qu'il dit, maître. Dans les rues, pour dire, non, on n'est pas d'accord. Il faut aller sur le propre terrain qu'on a amené. Vous comprenez? La parole tout à l'heure. Donc, la thérapie politique, elle sera politique, mais par rapport aux politiciens, mais nous, juristes, quand on nous a amenés sur le terrain du droit, on est obligé de faire le combat juridique. La preuve, lorsque tu veux faire un débordement politique, on dit, maître, revenez-en au fait, et ne faites pas de la politique, etc. Vous comprenez? Tenez-vous strictement au fait et au droit. Je reviens vers vous. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas ce que vous avez fait. Oui, et puis d'ailleurs, on le fait, mais tout en sachant que lorsque la politique rentre dans le prétoire par la porte, le droit en sort par la fenêtre. Et vous avez décidé de subir. Mais on n'a pas subi, mais on est allé sur le terrain se battre. On n'a pas subi. Oui, alors je vous pose la même question. Mais une fois que lui, il a dit pot de fer et pot de terre. Mais ce que le pouvoir décide, c'est ça qui se passe. Vous comprenez? À vous maintenant de vous battre. Vous êtes là pour nous expliquer comment ça se passe. Alors, il est Kofija, dans une situation comme celle-là, est-ce qu'il ne faudrait pas aller à une thérapie politique? L'avocat a dit un peu sa vision des choses, votre regard. Le juriste et l'analyse politique. La thérapie doit être politique. Et Montesquieu l'a déjà dit dans son ouvrage intitulé De l'esprit des lois. Vous savez, il dit, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Sauf que dans les cas d'espèce,
il n'y a pas de pouvoir dans ce dictat talonien qui puisse arrêter le pouvoir. Je vous explique. Le législatif est caporalisé. Le judiciaire est muselé. Et l'exécutif dicte la conduite à tenir aux uns et aux autres. Quel pouvoir veut arrêter l'autre? Le législatif. C'est une institution de contre-pouvoir. C'est lui qui, normalement, devrait freiner et arrêter les agissements de l'exécutif. Et le pouvoir judiciaire qui, en disant le droit, devrait discipliner les acteurs de l'exécutif. Si donc les deux contre-pouvoirs sont muselés, quel pouvoir veut arrêter l'autre? Vous faites recours à une thérapie purement populaire, c'est-à-dire Vox Populi, la voix du peuple. Oui. La voix du peuple. Le peuple, l'expression ou l'insurrection qui doit venir du peuple vient lorsque le peuple en a vraiment ras-le-bol. Alors, la question, elle reste encore tout entière. Oui. J'ai voulu, et d'aucuns ont estimé que quelque part, on a fait un peu trop de suffisance dans ce dossier. Ailleurs, sous d'autres cieux, on a vu des dossiers évoqués avec les mêmes haines que le dossier-ci, où le politique a pris autrement les approches lorsqu'on a la certitude que c'est du politique. Et c'est passé par des négociations. Et plus jamais on a entendu parler de ces dossiers-là. C'est vrai, vous êtes avocat, mais jouons aussi sur le terrain politique. Pourquoi ne pas avoir chuchoté à l'oreille de votre client une démarche politique de négociation par la suite? Vous ne direz pas que vous ne connaissez pas. Sur le continent africain, des dossiers tout fumants qu'on a évoqués, ça a duré une semaine. Puis après, plus rien. Non. Ce monsieur, on n'en parle plus. On le voit. Oui. Non. Vous n'avez pas jugé utile de scruter la piste. Vous voyez, le combat politique, c'est pas ce que vous dites là. Rien ne se fait de façon linéaire. C'est ça. Vous comprenez? Il y a des flux et des reflux en matière politique. Et ce que lui a dit, c'est les rapports de force qui déterminent les combats politiques. Vous avez entrepris des démarches politiques? Ah, bon sang. C'est les rapports, ce que lui a dit là, institution ici, institution là, la rue, on appelle ça rapport de force. Lorsque le rapport de force s'impose à l'exécutif qui a fait l'option de raser tout sur son passage et de régner en maître absolu, c'est les rapports de force. Mais vous avez vu, sur le cas de séquestration du président Boni Yaye, lorsque vous voyez quand les rapports de force se sont tout au moins équilibrés, mais ils ont lâché du lest. C'est comme ça, la vie politique, c'est comme ça. Maintenant, revenons à votre question. En fait, vous demandez la capitulation. Non, c'est une question que vous avez posée. C'est qu'il demande. Mais est-ce que vous allez me permettre, moi? Tout à fait, mais vous ne dites pas que le journaliste a demandé la capitulation. La question est claire. Non. Lui, quand il a parlé, il a fait ses analyses, vous comprenez? Et il est allé en terre à terre, je lui monnais certaines choses parce qu'il ne veut pas aller droit au but. Non, vous comprenez ça? C'est assuré que le journaliste ne vous demande pas la capitulation. C'est une question. Non, ce que vous dites, je dis moi, c'est pas vous qui dites que c'est la capitulation. Ok, d'accord. Vous voyez, moi j'ai. Vous percevez ça comme la capitulation. Moi j'ai le défaut d'anticiper sur la pensée de l'autre. Ok. Oui, en réalité vous proposez, ça s'est passé déjà à Segbana. On demande, je ne propose pas, mais je demande. Ce que vous proposez, c'est pas nouveau. Ça s'était fait déjà à Segbana, où quand on était là-bas, il y a eu des clémenciers, des gens qui ont pris langue avec le pouvoir et ont demandé pardon. On les a appelés les clémenciers. Ils ont écrit une lettre de clémence au président Kérékou pour dire que eux, ils ne sont plus jamais PCB et qu'ils vont contribuer à détruire le PCB. Ça, c'est les clémenciers. Ce que vous dites dans le cas d'espèce, c'est que discrètement, on va faire des négociations, aller voir le garde des Sceaux, demander audience au président de la République et en sourdine pour dire bon, voilà, notre client a écrit pour dire bon, il demande pardon, quand il va sortir, il va faire ci, va. C'est des négociations de coulisses, on appelle ça capitulation. Okay. Le résultat, c'est ça. Vous comprenez? Donc, vous dites que bon, et pourquoi on n'est pas allé? Bon, on aurait dû. On demande, parce que c'est vous qui dites que c'est politique. Oui, c'est politique. Okay. Puis vous oubliez d'où ce dossier est parti. C'est du Conseil des ministres. C'est le Conseil des ministres qui a dit bon, Laurent Métaillon et comment il s'appelle là, l'ancien DG qui était en poste là, et puis c'était Mora. Donc le Conseil des ministres, on appelle le garde des Sceaux, aller de faire les choses. Et puis bon, tout est allé vite. Finalement,
Ils ont enterré l'adhésion au conseil de ministres condamnés. La criette aussi est allée confirmer. Mais vous voulez qu'on dise quoi? 30 secondes et puis c'est terminé. 30 secondes, moi je dis qu'on a assisté à une parodie de justice. Et que le peuple n'a qu'à se lever, n'est-ce pas, pour qu'on en finisse avec ces genres de choses. Parce qu'on ne peut pas... Vous n'appelez pas le peuple à se lever. Comment? Vous n'appelez pas le peuple à se lever. Non, je n'appelle... Comment? Non, je suis un militant des droits de l'homme. Okay. D'ailleurs, j'avais dit la dernière fois que les associations des droits de l'homme puissent, n'est-ce pas, se mobiliser pour dire non à cette dictature. Alors, votre conclusion? Ma conclusion est que nos clients ne doivent pas perdre espoir. Le jour, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par poindre. Nous qui avons la chance encore de rester dehors, nous devons contribuer donc à changer les rapports de force, n'est-ce pas, pour que on oblige le pouvoir à pouvoir les laisser. Puisque nos revendications principales en tant que avocat et en tant que militant des droits de l'homme, mais c'est le retour des exilés. 2, la libération des détenus politiques. 3, l'abrogation des lois scélérates qui justifient aujourd'hui, etc. Merci à vous, donc, Maître Parapé. C'est essentiel. Voilà, il a profité à votre conclusion. Le PCB n'optera jamais pour un mauvais arrangement politique au lieu d'un bon procès. C'est ce que vous vouliez que le doyen dise, mais il ne le dira jamais. C'est des radicaux et qui sont dans la vérité. Et même si ça peine à venir, comme il le dit, ça finira pas venir. Dans le même temps, j'invite également nos autres hommes du droit à mettre le nez dehors pour prendre la température avant de rendre les verdicts. Parce que, qu'on veuille ou non, tout ce que nous faisons, en bien comme en mal, on suit comme notre propre ombre. Merci à vous, Hilaire Kofidia. Tout ce que nous faisons comme du bien en mal, nous suit comme notre ombre. Merci également à vous, Maître Parapé, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres. Ce dossier est ce qu'il est, vous l'avez suivi. Vous avez pu tirer vous-même votre propre conclusion. Demain est un autre jour pour notre plateau, toujours sur 100% Bénin. Cette citation, enfin, de la romancière, mémorialiste et essayiste française Simone de Beauvoir. Je vous la cite. C'est dans la connaissance des conditions authentiques de notre vie qu'il nous faut puiser la force de vivre et des raisons d'agir. Bonne méditation, à très bientôt.